On va parler du calcul des charges et de la rentabilité. Donc tout d'abord, il faut avoir la notion des frais. Qu'est-ce que c'est? Donc il y a différents frais qui existent dans le domaine de l'immobilier. Donc il y a les frais de notaire, frais juridiques, agents immobiliers, impôts et taxes, impôts sur le revenu, taxes foncières, les charges de copropriété, les travaux, les frais bancaires et j'ai aussi mis l'apport personnel parce que c'est de l'argent après qui sera immobilisé, donc je le compte en frais. L'importance des calculs, il est important de maîtriser les calculs mathématiques simples. Vous allez voir, ils sont simples, mais il faut bien les comprendre et les maîtriser pour pouvoir faire vos calculs. Pour déterminer au plus vite si une offre vaut la peine d'être négociée ou pas. Voilà, ça sert à rien de perdre son temps si vous savez dès la saisie de vos calculs que c'est pas intéressant. Voilà. En plus, si les voyants de la négociation sont pas ouverts, vous savez déjà si vous pourrez baisser le prix ou pas. Donc les charges, vous devrez avoir une idée précise des différentes charges que vous allez payer pour le calcul de la rentabilité. Après, il y a charges et charges. Il y a des charges où vous pourrez être sûr et certain, comme la taxe foncière. Vous pouvez demander l'avis de taxe foncière. Donc vous allez voir précisément combien ils ont payé l'année dernière et combien vous allez payer l'année prochaine. Et il y en a, ce sera approximatif. Par exemple, les travaux. Voilà. Les travaux, il faut avoir une idée approximative, mais essayer d'être le plus précis possible. Et mieux vaut être pessimiste dans les travaux, et je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Et ensuite, une fois que vous avez toutes les données, vous les entrez dans le fichier Excel que je vous ai fourni. Avec la saisie des données, vous allez voir le montant des échéances mensuelles, combien ça va vous coûter tous les mois en termes de charges. Et là, vous pourrez vous faire une approximation de ce que vous pouvez négocier au maximum de là où vous pouvez aller. Donc il faudra tout prendre en compte et aussi l'impôt sur le revenu parce que c'est important et je vais vous expliquer comment faire. Donc pour le calcul de la rentabilité, moi perso, voilà, j'ai saisi une estimation haute des frais, j'étais pessimiste sur ce que ça allait me coûter en termes de travaux. Pourquoi? Parce qu'avec la maison, j'ai eu quelques surprises où j'avais oublié certaines choses. On ne peut pas penser à tout, donc mieux vaut rajouter 10 voire 20% en plus que en moins. Parce que si c'est en plus, eh ben, vous pouvez déduire vos mensualités. Si c'est en moins, il faut refaire un emprunt ou il faut piocher dans votre épargne. Et ça, c'est mauvais. Donc mieux vaut avoir une estimation pessimiste que optimiste dans le calcul des frais. Et une estimation basse des loyers, parce que voilà, c'est toujours mieux d'avoir une bonne surprise à ce niveau-là que l'inverse. Donc moi, lors de ma mise en location, j'ai été agréablement surpris parce que déjà, les travaux, c'est tombé pile poil, même si j'ai eu des imprévus, ça m'a permis de gagner de l'argent. Je vous en ai parlé précédemment, avec notamment la fuite. Mais voilà, j'ai fait un bon calcul. Et pour tout ce qui est meubles, j'ai fait un 5 fois sans frais avec le confo au but, je sais plus. Et donc ça m'a permis aussi de ne pas mettre 1 euro de ma poche. Donc j'avais un prêt pour les gros œuvres, travaux et tout ça, et un prêt pour les meubles. Parce que mon banquier ne voulait pas me prêter pour les meubles en plus. Mais bon, vous pourrez aussi l'emprunter auprès de votre banquier, mais moi j'ai pris un 5 fois sans frais, moi ça m'allait vu que j'avais un cash flow positif. Donc ça, c'était payé aussi par le locataire. Donc calcul de rentabilité. Quand on parle de rentabilité, parce que les agents immobiliers parlent souvent de rentabilité, ils donnent un pourcentage, un taux de rentabilité. Donc c'est quoi? Donc c'est le cash flow x 12. Cash flow, vous l'aurez compris, charge moins dépenses. Donc on parle de cash flow x 12. Moi, en l'occurrence, c'est 400 euros. X 12, 4800 euros. Divisé par ce que ça m'a coûté, donc 67 000 euros. J'ai un cash flow de 7,16% brut. Voilà. Même si les meubles ont déjà été payés, je l'inclus quand même pour que vous ayez une idée globale du rendement locatif. Donc je dis brut parce qu'à ça, selon votre façon d'investir, peut-être que vous aurez un bénéfice et donc ce bénéfice-là, il sera assujetti aux impôts sur le revenu. Et une fois que vous déduisez l'impôt sur le revenu, et donc là, vous allez obtenir le net. En attendant, c'est du brut. Après, à voir si vous êtes en déficit ou pas, si vous avez un bénéfice ou pas. Il existe deux types de location. Vous l'avez compris, location nue et location meublée.
Selon le type de location, on va parler d'un revenu. Pour la location nue, c'est du foncier, c'est des revenus fonciers. Voilà. Tout au long de cette formation, dès que je vais vous parler de revenus fonciers, je penserai à la location nue. Quand je vais parler de BIC, bénéfices industriels et commerciaux, je penserai à la location meublée. Voilà. Ça va mettre du temps à ce que ça rentre, mais il faudra bien le prendre en considération. Location nue est égale revenu foncier. Location meublée égale BIC. Et vous allez voir la différence. Location nue, c'est quoi? C'est donc catégorie des revenus fonciers, je viens de vous le dire. Donc le bien ne dispose pas de meubles. Son nom l'indique, je pense que vous l'avez compris aussi. Donc un critère aussi à prendre en considération, c'est que quand le locataire veut partir, le préavis est de 3 mois. Voilà. Donc ça vous donne le temps de vous retourner pour retrouver un autre locataire. Vous avez deux possibilités de choix de statut fiscal entre microfoncier ou régime réel. Microfoncier, c'est maximum 15 000 euros de loyer. Il ne faut pas que ça dépasse 15 000 euros de loyer. Régime réel, je vais vous expliquer juste après c'est quoi la différence avec le microfoncier. La location meublée, donc son nom l'indique aussi, il y a des meubles dedans. Donc quel type de meubles faut mettre? Vous avez la liste entière. Donc voilà, après ça reste du théorique. Je vous explique pourquoi. Moi, à mon niveau, comment j'ai fait. Literie avec couette et couverture. J'ai pas mis de couette ni de couverture. J'ai mis un lit avec matelas. Le locataire avait ce qu'il fallait. Donc c'est lui qui a apporté ses couvertures et ses couettes. Et son coussin aussi. Volets et rideaux dans les chambres. Donc moi j'avais une persienne, donc c'est occultant. Ça suffit. Mais le locataire a rajouté des rideaux sur les fenêtres. Plaque de cuisson, voilà, moi j'avais une plaque à induction, four et four à micro-ondes, donc c'est soit l'un soit l'autre, moi j'ai mis les deux. Réfrigérateur, donc j'ai mis réfrigérateur avec compartiment congélateur, donc c'est bon. Vaisselle en nombre suffisant pour que l'occupant puisse prendre les repas. Voilà, ma locataire, je lui ai dit est-ce que vous avez des ustensiles? Elle m'a dit oui, j'ai ce qu'il faut, donc j'ai rien mis de tout ça, elle a apporté les siens. Table, moi j'ai mis une petite table qui se plie, qui fait gagner de l'espace avec des petits tabourets, deux tabourets qui se rangent en dessous. C'est considéré comme table et siège. Étagère de rangement. J'ai acheté une armoire pour la chambre et la cuisine, c'est une cuisine équipée, donc il y a ce qu'il faut. Et en plus, elle a emmené des meubles à elle. Luminaire, donc j'ai mis un beau lustre, j'ai pas mis juste la petite ampoule. Un seul lustre, ça m'a coûté 100 euros, donc pour vous dire. Matériel d'entretien ménager, j'ai pas mis, elle a apporté les siens. Voilà, que j'ai vu ça, mais j'ai apporté des plus. Par exemple, les plus, c'est j'ai mis un lave-vaisselle, j'ai mis une machine à laver, j'ai mis un miroir LED, j'ai mis un meuble suspendu, j'ai mis une brosse pour les WC, un petit pouce-mousse réutilisable. Voilà, j'ai fait en sorte d'apporter un peu plus sur certaines choses et moins sur d'autres, par exemple couverture et ustensiles de cuisine. Voilà. Ils ne vont pas vous casser la tête le fisc s'ils font un contrôle pour les petites choses, mais si vous avez mis meublé et qu'il manque un lit ou une table ou un frigo, là ça va être compliqué. Voilà. Essayez de faire les choses correctement. Et là le préavis, c'est pas 3 mois, c'est 1 mois. Voilà. Dès qu'il envoie le courrier avec AR, le locataire, au bout d'1 mois, il peut partir. Donc, ça nous laisse moins de temps pour se retourner. Donc, le choix du statut fiscal, c'est un peu comme la location nue. Il faut choisir entre le micro, mais là, c'est pas du micro foncier, c'est du micro BIC ou du régime réel. Micro BIC, c'est quoi? 50% d'abattement et les revenus ne doivent pas dépasser les 23 000 euros. On va faire le comparatif maintenant avec un tableau. Comme ça, vous allez bien comprendre la différence entre les deux. Donc tout d'abord, location nue et location meublée, en termes de revenus et de loyer, revenus fonciers ou BIC, ça rentre dans l'impôt sur le revenu. Voilà, on parle de deux revenus différents, mais au final, ils sont incorporés dans l'impôt sur le revenu. En plus de ça, vous payez la CSG-RDS, donc 17,2%. Donc location nue, on parle de déficit foncier si vos charges dépassent les revenus, alors que pour l'amortissement, pour la location meublée, on parle d'amortissement.
Voilà. On va voir plus précisément par la suite, mais il faut considérer la différence. Location du déficit foncier, location meublée, c'est un déficit foncier qu'on amortit. Et vous allez voir la différence entre les deux. Micro-BIC, ça c'est pour le meublé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle de micro-BIC, 50% d'abattement. Par contre, vous ne pouvez pas déduire vos charges. Voilà, tout ce qui est intérêt d'emprunt, tout ça, vous ne pouvez pas le déduire. Vous avez décidé d'opter pour un abattement. Vous avez 1000 euros de loyer. On parle de revenus, vous avez 1000 euros de revenus BIC. Et ben vous faites un abattement de 50%, vous déclarez 500 euros au fisc. Dans ces 500 euros-là, vous aurez une part de revenu, impôt sur le revenu, et une autre part de CSG-RDS. On va faire le détail juste après. Si vous décidez d'opter pour le micro-foncier pour la location nue, pour votre revenu foncier en location nue, le micro-foncier, l'avantage, c'est un peu moins que la location meublée, mais vous avez un abattement quand même de 30%. Vous avez 1000 euros de loyer, vous avez 300 euros d'abattement, et vous déclarez 700 euros au fisc. Et il ne faut pas que ça dépasse 15 000 euros de revenus fonciers à l'année. RCS, ça c'est le registre du commerce et des sociétés auprès du greffe du tribunal. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour la location nue, non plus pour la location meublée depuis peu, depuis 1 ou 2 ans. Moi je l'ai fait, mais je n'étais pas obligé de le faire. Mais voilà, donc vous avez la possibilité de le faire. Régime réel, donc c'est possible pour les deux. Vous pouvez choisir le régime réel. Donc là, on parle de déficit foncier si vos charges dépassent vos revenus et c'est perdu en cas de vente du bien. Voilà. Si vous avez un déficit foncier et vous vendez dans l'année, le déficit foncier est perdu. Vous ne pouvez pas le réincorporer dans vos revenus globaux. On va en parler par la suite. La location meublée, c'est possible. Là, c'est un amortissement et ce n'est pas réincorporé dans le calcul des plus-values en cas de vente. Donc ça, c'est un avantage. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, à quel moment on passe en location meublée professionnelle? Donc, il faut qu'il y ait 2 conditions cumulatives. Donc, il faut réunir ces 2 conditions-là pour passer automatiquement auprès du fisc en location meublée. Donc, ces 2 conditions, c'est quoi? Il faut avoir des revenus supérieurs à 23 000 euros. Donc, les revenus BIC, il faut qu'ils soient supérieurs à 23 000 euros. Et en plus, il faut que ça dépasse vos autres revenus. Tout ce qui est salaire, pension ou je ne sais pas ce que vous avez comme entrée d'argent. Si vous déclarez par exemple 23 001 euros de revenus fonciers, donc pas de revenus fonciers, de BIC, plus voilà, et en plus de ça vos revenus à côté, donc vos salaires et pensions sont de 20 000 euros, là vous passerez automatiquement en LMNP, en LMP, pardon. En location meublée professionnelle. Faut bien. Voilà. Donc ces 2 conditions-là sont cumulatives, 23 000 euros et dépassement de vos revenus, salaires, pensions, etc. Donc ces conditions-là sont valables pour le foyer fiscal et non individuellement. Voilà, il n'y a pas un prorata ou quelque chose qui est calculé, c'est pour le foyer fiscal. Donc si vous êtes en couple et que vous avez 50 000 euros à 2, voilà, vous avez une grosse possibilité pour utiliser la niche fiscale du LMNP. Par contre, si vous êtes célibataire avec 20 000 euros de revenus, voilà, ça peut être vite atteint si vous investissez par exemple dans un immeuble de rapport, ça peut être vite dépassé les 20 000 euros. Donc à prendre en considération. Voilà, loueur meublé professionnel, il y a ces 2 conditions cumulatives. L'amortissement. Dès lors qu'on opte pour la location meublée, on choisit de déduire certains frais sous forme d'amortissement, contrairement à la location nue qui bénéficie du déficit foncier. On va en parler aussi juste après. Qu'est-ce que c'est l'amortissement? Donc, selon la composition du bien, vous allez déduire un certain pourcentage du coût des travaux du bien en lui-même à l'année. Voilà. Par exemple, pour la toiture, vous allez déduire sur 25 ans, 30 ans. Après, ça dépend, hein, ça change. Ça, c'est l'expert comptable qui le note et qui le déduit. Mais voilà, selon le composant du bien, vous allez déduire un certain pourcentage. L'aménagement intérieur, c'est différent que l'étanchéité. Vous pouvez déduire une partie de l'ascenseur. Le gros œuvre, on le déduit plus longtemps parce que ça vieillit moins vite. Voilà. En fait, vous déduisez
le vieillissement du bien. Voilà, la perte de valeur du bien, si vous préférez. Même si votre bien au bout de 20 ans ne vaudra pas zéro, vous pouvez quand même amortir le bien. Donc ça, c'est un avantage. Un vingtième du bien. Moi, la maison que j'ai construite, j'amortis un certain montant, je le déduis de mes revenus, de mon BIC, parce que maintenant je l'ai passé en meublé. Donc voilà, ça c'est à prendre en considération. L'amortissement, c'est vous amortissez le vieillissement du bien. Selon les composants, c'est un amortissement précis, donc en termes de pourcentage et de durée. Donc ça, c'est votre expert comptable qui va vous le calculer. Donc les frais déductibles des revenus fonciers et du BIC. Donc qu'est-ce qui est déductible? C'est voilà, il y a les frais de gestion, primes d'assurance, dépenses d'entretien et de réparation, dépenses d'amélioration, taxes foncières, provisions pour charges de copropriété et intérêts d'emprunt. Le détail de tout ça, c'est quoi? Les frais de gestion, vous avez tout ce qui est rémunération des personnes que vous allez engager, par exemple l'agent immobilier ou l'agence qui gère votre bien pour la location. Elle prend un certain pourcentage sur les loyers, 5 à 6%, après ça peut être plus comme ça peut être moins. Donc ça, c'est déductible. Les commissions versées à un tiers pour la gestion de l'acquisition du bien. Moi, par exemple, j'ai adhéré à une association qui s'appelle l'UNPI. Cette association-là, c'est l'association des propriétaires. Donc, j'ai fait appel à elle pour gérer tout ce qui était bail. Donc, elle est venue, elle a fait l'état des lieux, et ensuite, elle a accueilli le locataire pour faire l'état des lieux avec lui. Et donc, c'est elle qui a géré tout ça. Moi, voilà, je ne savais pas faire, et si c'était à refaire, je referais pareil. Je suis adhérent à cette association-là, ça me coûte 70 € à l'année. Donc ça, je le déduis de mes loyers. Donc je le passe en charge. L'état des lieux m'a coûté 110 €, je le passe en charge. Voilà. Donc je vous donne une astuce aussi. Vous pouvez, c'est national hein, cette association-là, c'est pas que là où j'habite. Vous en avez une sûrement vers chez vous. Ça coûte moins cher que de faire appel à une agence immobilière ou ce que vous voulez pour gérer le bien. Parce que l'agence va prendre 5-6% et c'est indéfiniment. C'est tout le temps que les loyers vont tomber, c'est 5-6%. Quoi. Voilà. Donc à vous de faire votre choix. Déjà juste cette info-là peut vous faire économiser des centaines d'euros. Ensuite, il y a les primes d'assurance, les frais d'assurance multirisque de l'immeuble. Donc ça, c'est la propriétaire non occupant, la PNO. On appelle ça une PNO dans le jargon. Voilà. En fait, vous assurez la coque du bien et le locataire assure l'intérieur. Donc vous devez assurer l'extérieur, les fenêtres, les murs. Ça coûte pas très très cher. Hein. Moi, je paye 5 € pour un appartement en location. Et pour la maison, ça doit être entre 10 et 15 €. La prime d'assurance pour les loyers impayés, moi j'en ai pas pris mais vous pouvez en prendre une. Et l'assurance emprunteur. Les dépenses d'entretien et de réparation, les travaux pour maintenir ou remettre le bien en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial. Donc tout ce qui est agrandissement, surélévation, voilà, vous agrandissez le mètre carré du bien, ça vous ne pouvez pas le déduire. Vous pouvez déduire tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est amélioration. On le voit dans ce slide-là. Donc tout ce qui est amélioration du confort du locataire, tout ce que vous apportez en plus de l'installation, chauffage, nouvelle chaudière à condensation par exemple, remise aux normes de l'électricité, tout ça vous pouvez le déduire. Nouvelle salle d'eau, etc. Mais tout ce qui est surélévation et agrandissement, ça vous ne pouvez pas. La taxe foncière est déductible, même les pénalités. Si vous avez mis du temps à la payer et que vous avez des pénalités, vous pouvez la payer. J'espère que ça ne va pas vous arriver, mais bon, vous pouvez le faire. Ne sont pas déductibles la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'urbanisme. La taxe d'urbanisme, taxe d'aménagement, vous en avez une pour les constructions neuves, donc ça c'est pas déductible. Les provisions pour charges de copropriété, la prise en charge de ces provisions s'effectue avec une spécificité. Elle se fait sur 2 années en fait. Elles sont déductibles intégralement l'année de leur paiement, même la part locataire, vous la déduisez. Et l'année suivante, elles doivent être réincluses.
Il y a une régularisation, un peu comme EDF qui prend un forfait et en fin d'année, elle fait une régularisation. Mais là, ça se fait sur l'année suivante. On va faire un petit exemple après. Donc les provisions pour charges de copropriété, charges réintégrées au revenu foncier, donc les dépenses d'agrandissement et de surélévation. Donc tout ça, il ne faut pas le déduire, hein. Mais si vous les déduisez, il faudra le réinclure l'année d'après. Donc les charges récupérables auprès du locataire, donc dépenses d'éclairage, de chauffage et voilà, d'entretien. Voilà, tout est précisé en fait dans l'appel de charge, de ce que vous payez auprès de la charge du syndic. Tout ça c'est stipulé, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas vous qui allez faire le calcul. Ou voilà, si vous adhérez à l'association, c'est l'association qui vous la fera. Ou si vous faites appel directement à une agence de location, c'est l'agence qui vous le fera. Je vous rassure, c'est pas à vous de sortir votre calcul parce que c'est un peu, il y a une cote-part, il y a différentes choses qu'il faut prendre en considération. Donc comment ça se passe? On va prendre l'exemple qu'en 2020 vous payez 1500 euros de provision pour charge. Et dans ces 1500 euros là, il y a 600 euros d'honoraires de syndic et de dépenses d'entretien et de réparation et 600 euros de charges récupérables auprès du locataire. Donc les 600 euros, vous allez les facturer auprès du locataire. Donc sur la déclaration de revenus de 2020, vous allez déduire 1500 euros sur votre déclaration à vous. Puis dans celle de 2021, vous allez réintégrer les 600 euros que vous avez facturés à votre locataire. Voilà, le syndic vous fournit le détail. Voilà, ne vous inquiétez pas, je l'ai noté aussi. Donc voilà comment ça se passe au début et après, ça fait un roulement et la machine est partie. Les intérêts d'emprunt sont déductibles, les intérêts et aussi les frais de dossier. Donc tout ce qui est frais pris par la banque et contributions prélevées par la banque. Les frais d'inscription hypothécaire, ça engendre des frais, c'est pris en charge aussi. J'ai bien mis en rouge, le remboursement du capital n'est pas déductible. Notez-le bien, enregistrez-le bien, c'est un enrichissement de votre part. Plus le crédit en termes de capital restant dû diminue, plus vous vous enrichissez, plus les intérêts diminuent et plus vous payez des impôts si vous avez des bénéfices, bien sûr. Pourquoi je vous dis ça? C'est que il y a certaines personnes avec qui j'ai discuté qui se sont brûlées les ailes comme ça parce qu'elles ont investi dans l'immobilier, elles ont peut-être choisi le statut micro-BIC ou micro-foncier, 30 ou 50% d'abattement, et au final, il reste un certain montant à déclarer aux impôts. Et si votre crédit, avec toutes les charges qui vont avec, qu'on vient de voir, couvre pile poil ce que vous avez en termes de revenus ou de loyer, et que vous n'avez pas pris en considération ce remboursement de capital, ce qui est inclus dans vos impôts sur le revenu, et que vous êtes dans la tranche à 30 ou même 14%, et ben vous allez payer plus d'impôts. Donc c'est là que vous allez vous dire, ah mince, c'est compliqué quoi, je paye un certain montant de plus et ça je ne l'avais pas calculé. Donc il faut bien prendre en considération que le remboursement du capital n'est pas déductible. C'est ça qui va faire que vous allez payer des impôts ou pas, parce que vous avez des bénéfices ou pas. Voilà, ça dépend comment vous voulez investir. Donc le calcul du résultat se fait, voilà, on parle de deux notions, bénéfice ou déficit. Bénéfice, c'est quand vos revenus dépassent les charges, quand vos loyers dépassent les charges, et déficit, c'est quand les charges dépassent les loyers. Donc le bénéfice ensuite, il est inclus dans vos impôts sur le revenu qui est soumis au barème progressif. Je vous ai mis le barème progressif en 2018, ça bouge souvent donc il faut regarder actuellement comment il se compose, mais aujourd'hui c'est comme ça. Donc entre 0, là on parle d'une personne célibataire parce qu'après il y a le quotient familial qu'il faut prendre en considération. Donc là on va simplifier. Donc on va prendre le barème progressif pour une personne seule. Donc entre 0 et 9 000 euros, 9 964 précisément, vous payez 0 euros d'impôt. Entre 9 965 euros et 27 519 euros, vous payez 14% d'impôt. Entre 27 000 et des poussières, entre 73 000 et des poussières, c'est 30 000.
ensuite 30%, ensuite c'est 41% et au-delà 45%. Donc on va prendre l'exemple d'une personne qui a 1000 euros de loyer, qui a choisi le micro-BIC, 500 d'abattement, il va rester 500 à déclarer, x 12, 6000 euros. Donc sur ces 6000 euros que vous allez inclure dans vos impôts sur le revenu, vous allez payer 14% d'impôts en plus que ce que vous payiez précédemment. Et à ça, il faut rajouter 17,2% de CSG et RDS. Il y a une petite partie qui est récupérable, 6,8% de la CSG et non de la RDS, qui est récupérable lors de son paiement. Donc là, on va faire un exemple pour que vous compreniez bien comment ça se passe, parce que c'est important. On va partir du principe que en 2020, vous faites un bénéfice. Un bénéfice, peu importe le régime fiscal que vous avez choisi, mais vous avez un bénéfice et ces 5000 euros-là sont réincorporés dans votre impôt sur le revenu. Donc ils sont assujettis à votre TMI, taux marginal d'imposition, tranche marginale d'imposition, et selon votre TMI, vous allez payer une somme différente. Exemple, donc la CSG, ça, elle bouge pas, 860 euros, et vous avez la petite partie récupérable, c'est pas énorme, je l'ai mis, j'ai hésité à le mettre, mais bon, certains experts comptables vont les récupérer, et je souhaite que votre expert comptable le récupère aussi, parce que c'est quand même 30 balles de récupérer. Donc ça revient à 828 euros de CSG RDS. J'ai juste mis CSG, mais ça représente la CSG RDS. Donc si vous êtes à la tranche à 14%, donc en dessous de 27 519 euros. Donc vous allez payer 700 euros d'impôts supplémentaires, plus 828,72 euros, ça fait un impôt supplémentaire suite à votre investissement de 1528,72 euros. Donc ça, il faut le prendre en considération, c'est pas rien, 1500 euros d'impôts supplémentaires sur une année. Parce que si, voilà, comme je vous ai dit, vous êtes pile poil en termes de loyer et de charges et que vous n'avez pas calculé votre impôt sur le revenu et que vous avez des bénéfices, 1500 euros, c'est pas rien, il faut les sortir. En fin d'année, quand l'impôt vous les réclame, si vous n'êtes pas mensualisé en plus, il faut pouvoir les sortir. En plus de ça, si vous êtes dans la tranche à 30%, ça va plus être 1528,72 euros, ça va être 2328,72 euros. Voilà, à prendre en considération aussi parce que c'est plus 14% de 5000 euros que vous allez payer, c'est 1500 euros de 5000 euros que vous allez payer. Voilà. Donc, petite information, les prélèvements sociaux ont un avis d'imposition distinct de celui de l'impôt sur le revenu. Donc, j'espère que ça a été clair. Vous avez déduit vos charges des loyers, il reste un montant, on appelle ça un bénéfice. Ce bénéfice-là, on l'inclut dans votre impôt sur le revenu. Selon votre tranche marginale d'imposition, donc à savoir 14, 30, 41 ou 45%, vous allez payer une somme différente. J'ai pris seulement les deux exemples. 14%, ça représente 700 euros sur 5000 euros. 30%, ça représente 1500 euros sur 5000 euros. Si vous êtes à 41%, ce sera plus. 45%, ce sera plus. Donc il faut le prendre en considération, ça. Parce que quand on parle de rendement locatif brut, on ne compte pas votre bénéfice et on ne compte pas votre impôt sur le revenu. Voilà. Les agents immobiliers, dès que vous parlez de rendement locatif, vous parlez en brut et non en net. Donc le déficit foncier, on parle de déficit foncier uniquement en location nue, donc les charges sont supérieures aux recettes locatives. Ce déficit va venir en déduction de vos revenus globaux. Voilà. C'est-à-dire que vous allez venir déduire, grâce à ce déficit-là, ce que vous avez déclaré en termes de salaire, pension ou les BIC. Voilà. Ou si vous avez d'autres revenus à côté, je ne sais pas ce que vous faites. Voilà. En haut de votre avis d'imposition, vous avez un certain montant. Ensuite, vous avez l'abattement de 10% si vous avez choisi l'abattement de 10%, sauf si vous êtes aux frais réels. Donc vous avez un certain montant que vous allez déduire de ce montant-là. Ensuite, vous allez venir déduire votre déficit foncier. Il y a un plafond
vous allez venir déduire ce déficit foncier-là. Je prends un exemple, vous avez 5 000 € de déficit foncier, vous allez le déduire de vos revenus. Les intérêts d'emprunt, malheureusement, ne sont pas déductibles du revenu global. Vous pouvez le déduire des charges, mais pas des revenus globaux. Exemple de déficit foncier, vous avez un salaire annuel de 45 000 € après abattement de 10%. Dans l'année, vous avez dégagé un déficit de 8 000 €. Ce déficit va s'imputer sur les salaires. Donc, vous n'allez plus déclarer 45 000 €, vous allez déclarer 37 000 €. Donc, ça vous fait une économie d'impôt sur 8 000 € de 30%, 2 400 €. Ce n'est pas négligeable. Donc, pour ceux qui veulent réduire les impôts, vous l'avez tout de suite compris, il faut avoir un déficit foncier. Et pour avoir un déficit foncier, il faut avoir des travaux. Parce que c'est ces travaux-là que vous allez déduire. Voilà, parce que les intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles. Donc si votre objectif c'est de réduire vos impôts, vous avez une réponse à la stratégie à adopter. Limite de déduction, 10 700 € pour l'ensemble des biens immobiliers. Vous ne pouvez pas déduire plus de 10 700 €. Voilà. Mais si vous avez plus de 10 700 €, ce n'est pas perdu. Ils sont imputables sur les 10 années suivantes. Si vous avez fait 50 000 € de travaux, vous allez déduire 10 000 € chaque année. Voilà. Exemple, en 2020, vous avez un déficit foncier de 15 000 € hors intérêt d'emprunt. En 2021, vous avez un bénéfice de 2 000 €. En 2022, vous avez un bénéfice de 6 000 €. Comment ça se passe? En 2020, le déficit imputable est de 10 700 €, donc le plafond, et il va rester 4 300 € d'excédent qui sont reportables sur les bénéfices fonciers des 10 années suivantes. Donc on parle bien de la location nue, il faut bien s'en rappeler. Soit jusqu'en 2029, vous pourrez déduire cette somme-là. Donc en 2021, vous optez, vous pouvez imputer une partie du déficit pour atteindre 0. Donc 4300 moins 2000 égale 2300 de déficit imputable restant. En 2022, vous imputez le déficit restant, soit donc 6000 moins 2300 €. Et la troisième année, vous aurez 3700 € de bénéfices fonciers à déclarer. Alors donc maintenant qu'on a vu cet exemple-là, on va regarder un autre chiffre à prendre en considération, c'est la vacance locative. Donc ce calcul-là, il va vous permettre de savoir à quel moment vous n'êtes plus rentable. À partir de quel moment, si vous n'avez pas de locataire, vous ne serez plus rentable. Donc ça se calcule comment? C'est en divisant les revenus par les dépenses, vous obtenez un chiffre, ça correspond à la vacance locative. Par exemple, pour moi, pour les 2 appartements, donc 900 € de loyer divisé par 500 de charges, donc ça fait 1,8, ce qui correspond à 55 jours. Donc ça veut dire que pendant 55 jours, si je n'ai pas de locataire pour les 2 appartes, et ben à ce moment-là, je ne serai plus rentable. Voilà. Donc j'ai un droit à l'erreur de 55 jours. C'est pas mal. Après, on diminue le risque en diversifiant. C'est pas qu'un seul bien, donc il y a moins de probabilité que les 2 biens en même temps ne soient plus loués. Mais voilà, c'est une stat à prendre en considération. Voilà, si c'est un seul bien comme la maison que vous louez une fois, c'est un loyer plus élevé, donc il y a plus de probabilité d'être en vacances locatives. Donc voilà, comment on calcule ce ratio-là. Calcul du taux d'occupation, donc c'est le nombre de loyers divisé par 12 fois 100. Et ça donne un pourcentage, donc taux d'occupation. Ça, vous pourrez l'avoir s'il y a un historique du bien. Si par exemple c'est un bien que vous voulez acheter qui a déjà été loué, et certains agents immobiliers ont cet historique-là, et ils peuvent vous transmettre ce taux-là, ce taux d'occupation, ce qu'on appelle un taux d'occupation, pour savoir en termes de pourcentage du temps qui est consacré à la location. Ce bien-là se loue combien de temps? Exemple, 11 divisé par 12 fois 100 égale 91,67. Donc 11 mois sur 12, si c'est loué, c'est un taux d'occupation de 91,67%. Le taux de vacances, donc c'est la vacance locative, le nombre de mois vacants divisé par 12 fois 100, c'est un taux de vacances. C'est inversé si vous préférez. Donc 1 divisé par 12 fois 100, ça donne 8,33 de taux de vacances. Donc voilà, ce chapitre est terminé. Donc le calcul des charges et de la rentabilité, donc ça c'est important. Donc c'est ce qui va déterminer la validation ou le changement de stratégie. Maintenant vous savez comment ça se passe.
micro-foncier, 30% d'abattement, 15 000 euros maximum de loyer, micro-BIC, 50% d'abattement, 23 000 euros maximum de loyer, déficit foncier, maximum 10 700 euros qu'on peut déduire des revenus globaux. Le BIC, c'est pour les locations meublées. Donc là, on ne peut pas déduire les revenus globaux, mais on peut amortir selon les composantes. Donc ça, c'est l'expert comptable qui va le déterminer. Que vous dire de plus? Donc pour passer en LMNP, deux conditions. 23 000 euros de dépassé de loyer, et il faut que ça dépasse vos autres revenus, salaire, pension, BIC ou ce que vous avez à côté. Je ne sais pas si vous avez d'autres activités, il faut que ça dépasse pour passer automatiquement en LMNP. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir dessus pour valider les acquis. De toute façon, il y aura un quiz en fin de module sur TD Immobilier. Voilà. J'espère que ce chapitre vous a aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas, vous avez 5 crédits si vous avez besoin d'un coaching personnalisé. En attendant, le prochain cours, prochain chapitre, ce sera quel financement choisir. Je vais vous parler de crédit. À ce moment-là, vous pourrez voir ce qui existe, ce que vous pouvez faire et ce que vous allez choisir de faire selon votre stratégie liée à votre objectif. Merci encore et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao!